On le surnomme le colosse aux pieds d'argile. C'est un ancien rugbyman de 100 kilos qui a été violé à partir de l'âge de 12 ans. Sébastien Bouey a parlé au bout de 18 ans et depuis, il n'a qu'un seul but, aider les autres enfants violés et abusés à libérer leur parole. Il a fondé une association. Il raconte son long chemin vers la libération de sa parole dans ce livre. Voici Sébastien Bouey. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous avez bien dit, Bouey? Très bien. Bon. Bonsoir Sébastien, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Votre histoire, vous la résumez en quelques phrases très simples sur la 4e de couverture du livre. Ici, le livre vient de paraître, c'est chez Michel Lafon. Est-ce que vous pouvez les lire, ces phrases-là en fait, Je peux la réciter, je le fais tous les jours. Donc, okay. Allez-y. Je m'appelle Sébastien Bouey, je suis le fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile. J'ai été violé de 11 ans et demi à 18 ans. À 16 ans, pardon. Je résume et puis après vous allez nous raconter. Vous êtes né il y a 41 ans près de Dax dans les Landes. Père, policier municipal, mère, agent d'entretien. Tous les vendredis soirs, le mari de votre cousine, un homme entre guillemets drôle et gentil que tout le monde adore, vous viole. Je rappelle que vous avez 12 ans, vous êtes un enfant. À l'école, vous devenez violent, vous jouez au rugby, vous devenez un super talonneur. Vous menez une vie de sport mais aussi de cuite, de gueule de bois et de dépression. Et à l'âge de 30 ans, vous parlez, votre agresseur est condamné et vous lancez votre association Le Colosse aux pieds d'argile. Pourquoi vous finissez par parler à 30 ans? Et quel a été le déclic? Le déclic, c'est Mathieu, un ami d'enfance, un copain de rugby, un copain de musique qui avait suivi une thérapie et qui lui a permis de libérer sa parole, justement, cette thérapie. Il m'en a parlé et le lendemain, je l'ai rappelé pour lui expliquer tout ce qui s'était passé dans mon enfance également. Et le fait de libérer ma parole... j'ai libéré en premier la parole de mon ex-femme. De votre amie? De mon ex-femme, qui elle aussi avait été victime de son grand-père paternel. Elle n'en avait jamais parlé. Et après, je suis allé voir une troisième personne, puisqu'on était les trois inséparables. Et je lui explique ce qui s'est passé pour Mathieu, ce qui s'est passé pour moi. Et il m'a dit, moi aussi, victime d'attouchement. Le profil de l'agresseur, comme souvent un proche de la famille, aimé de tous, le type en qui tout le monde a confiance. Exactement. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui les vendredis, soit des répétitions de musique, soit des entraînements de rugby. Ce que ne savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Donc voilà comment fonctionne un prédateur. Il avait un surnom? Cricket, parce qu'il était petit comme les briquets par exemple. Un surnom mignon? Un surnom mignon. Vous expliquez très bien la stratégie, justement ce que vous m'avez un peu raconté à l'instant, la stratégie de l'agresseur, sa manière de baliser le terrain avant de passer à l'acte, la manière dont il s'assure de votre silence juste après l'acte. C'est quoi cette stratégie? Comme tout, alors déjà pour un homme être victime ou comme pour une victime, homme ou femme, pardon, il y a le sentiment de honte, il y a la culpabilité, et puis il y a la mainmise de l'agresseur sur sa proie, sur sa victime. Et quelle est sa stratégie à lui pour justement vous avoir cette mainmise sur vous? Mais lui, alors le rugby et l'homosexualité, ce n'était pas compatible, donc il nous menaçait aussi comme ça. Si tu le dis, je dis à tout le monde que tu es un homosexuel. Donc on revient 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Il y avait une grosse omerta sur l'homosexualité et le rugby et le sport en général. Et voilà comment il nous tenait aussi. Et puis il était tellement apprécié de tout le monde qu'on avait peur de ne pas être cru. Comment ce type pouvait nous faire du mal tous les vendredis. Et c'est pour ça que moi je suis resté dans ce silence pendant 18 ans. Pour qu'on se rende compte de l'horreur de ce que vous a fait subir votre agresseur, vous évoquiez dans le détail des agressions. Est-ce que vous voulez sauter en parler ici? Oui, enfin, j'ai pas de honte. Justement, la honte doit changer de camp. Ah oui, si j'ai pas de honte. Non, mais oui, mais le viol, c'est une pénétration anale, buccale ou vaginale. Donc, quand on est un homme, c'est pénétration anale ou buccale. Voilà ce que j'ai subi. Après, c'est du viol. C'est humiliant, c'est destructeur. Vous l'avez vu par tous les états de destruction que je suis passé dans ma vie. Par contre, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Et oui, pour ça, il faut parler. Mais bien sûr, j'en parle apaisément parce que je suis résilient de tout ce que j'ai subi. Et c'est le message que je veux envoyer par rapport à ce livre, c'est qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut parler. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable. C'est le mot que vous mettez on est victime. En dernier, c'est le dernier mot du livre, sur la DER de couverture, en énorme et en gras, parler. Parler. Juridiquement, il y a des actes ignobles qui vous fait subir et qui ne sont pas considérés comme un viol. Ah bon?
Non, non, moi tout ce que j'ai subi, non, c'est la troisième victime qui a subi des attouchements et qui, elle, n'a pas été reconnue comme victime par la justice. La loi de Chiappa de 2018, août 2018, modifie ce vide qu'il y avait, c'est-à-dire qu'un enfant qui recevait une fellation, avant, c'était considéré comme attouchement. Maintenant, un enfant qui reçoit une fellation avant qui est mineur... Comme un délit et pas comme un crime. Comme un délit, comme un crime. Et ça seulement depuis 2018. Depuis 2018, maintenant, un enfant qui reçoit une fellation, comme on a vu dans le film Police, est un crime. Est un crime. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'enfant et de jeune ado quand les viols se produisent? Je suis mort émotionnellement à 11 ans et demi. J'ai subi une anesthésie émotionnelle jusqu'à mes 34 ans, ou même 30 ans quand je parle. J'étais mort. Aucun sentiment, aucune émotion. Après le premier acte que j'ai subi, je me suis regardé dans la glace, j'ai pleuré une dernière fois. Et j'ai repleuré après à 34 ans. Le 29 mai 2013. Vous n'avez jamais pleuré entre cet âge-là et 34 ans? J'ai pleuré quand ma grand-mère, mamie André, est décédée et quand j'ai perdu mon chien, qui est décédé aussi. C'était les deux êtres que je considérais énormément et qui ne me faisaient pas de mal surtout. L'émotion, c'est pleurer, mais c'est aussi sourire. Est-ce que vous arriviez à sourire? Alors ça, je souriais, mais c'était un sourire de façade. À l'intérieur, j'étais en ébullition, j'étais mort intérieurement. Mais voilà, après, ce procès, j'ai eu la chance d'avoir un procès. J'ai eu la chance d'être reconnu comme victime par la justice. Et même s'il est parti, même s'il a pris 10 ans ferme et qu'il est sorti au bout de 4 ans et demi, je ne peux pas me plaindre. Parce qu'il y a plein de victimes qui n'ont pas de procès à cause du délai de prescription qui est dépassé, par exemple. Il a été libéré sous conditionnel, je crois. Sous conditionnel, alors... Vous savez où il est? Il a interdiction de venir dans les Landes parce que j'y habite. Et apparemment, il travaillerait dans un camping sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que vous savez s'il est en contact avec des enfants? Dans un camping, c'est un vivier d'enfants. Donc, ce qui est le plus inquiétant, c'est que nous, on n'avait pas demandé le huis clos pendant le procès. Parce que demander le huis clos, c'est protéger aussi le prédateur. Et ça, c'était mon avocat, Maître Launay, qui est devenu aujourd'hui mon parrain, qui est un pilier dans ma résilience, il m'avait conseillé de ne pas demander le huis clos, justement parce que tu vas protéger ce prédateur. Donc nous, on n'a pas demandé le huis clos pour le mettre au milieu du village, parce qu'on était prêt à lui faire une statue au milieu du village, tellement qu'il est apprécié de tout le monde. Donc là, on a mis le prédateur qu'il était. Et pendant ce procès... Parce que quand vous avez commencé à parler, on vous l'a reproché. Dans ma famille, j'ai entendu pas mal de choses. Quand une victime parle, en fait, j'ai lancé une bombe à fragmentation dans la famille. Et on n'aime pas ça. Mais j'étais devenu le caillou dans la chaussure alors qu'on était une famille très unie et elle a explosé en plein vol. J'avais 18 cousins, cousines, 12 oncles et tantes. Alors j'ai pas perdu tout le monde, mais j'en ai perdu les 3/4. Et aujourd'hui, je me reconstruis ma famille avec les gens que je choisis. Le cercle est beaucoup plus petit, mais il est beaucoup plus sain et beaucoup plus aimant. On fait une pause, ouais. Sébastien, on se retrouve dans quelques minutes. Quotidien continue. À tout de suite. Merci de regarder Quotidien. Dans un instant, on va analyser l'intervention du président de la République avec Patrick Pelloux et David Revaud-Dallon. Mais juste avant, on continue la discussion avec Sébastien Boyer. Le livre s'appelle « Le colosse au pied d'argile ». C'est chez Michel Lafon. On a commencé la discussion juste avant la pub. Vous vous êtes surpassé dans le rugby. Pour vous, ça a été une manière de regagner l'estime de vous-même? Oui, en fait, ma vie était un objectif. Et puis, je me servais de ce traumatisme pour franchir les étapes et atteindre mes objectifs. C'est-à-dire, vous disiez, j'ai vécu ça, donc ça c'est rien? Non, toute la haine que j'avais, en fait, je la mettais sur le terrain pour... Foncer encore plus fort. Pour être le meilleur sur le terrain. Quand vous racontez votre histoire aux jeunes, c'est quoi leur réaction? Alors, on rigole beaucoup. Contrairement au sujet. J'ai l'accent du sud-ouest, ça aide. Et puis dans le rugby, c'est pas étonnant. C'est vrai, c'est une terre de rugby. Mais j'y mets beaucoup d'humour aussi. Je fais beaucoup d'humour dans par rapport à mon traumatisme que j'ai subi. Et puis au début, alors selon la tranche d'âge, j'ai un discours adapté, mais on va parler de Zizi Cucunéné. Et donc là, déjà, ça les fait rire. Et puis à la fin, je leur dis, écoutez, moi, il y a un monsieur qui m'a touché le zizi, c'était interdit, il est en prison.
Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ça fait 7 ans que je suis sur le terrain. Il n'y a pas eu une fois, lors de mes interventions, je n'ai pas eu de victime en face de moi. Que j'intervienne dans des écoles primaires en CM1, CM2, dans les collèges, les lycées, dans des clubs, systématiquement, j'ai des victimes face à moi. Là, si vous demandez dans le public, ils ne verront peut-être pas la main, mais je sais à 200% que dans le public, il y a des victimes comme moi. Et ça, c'est la réalité du terrain, malheureusement. Et aux victimes qui ont vécu la même chose que vous et qui n'arrivent pas à parler, aux types baraqués qui sont fracassés à l'intérieur, vous dites quoi? À part parler? Mais c'est ça passera par là. De toute façon, parler. Le fait de ne pas parler... Ouais, mais le déclic, et pour avoir le déclic de parler... C'est tomber sur la bonne personne. C'est pour ça que moi, je multiplie ces interventions. L'année dernière, on en a fait 300 dans l'année d'intervention avec l'association. C'est minimum 2 victimes par session qui viennent nous voir. Donc rien que sur l'année, on est à 600 victimes suite à des interventions. Après un gamin de 12 ans, il ne va pas lire ce livre. C'est plus pour les parents aussi. Alors on a avec l'association, on a pas mal de supports justement de sensibilisation pour l'apprendre à se protéger par rapport à ses prédateurs, par rapport à des situations. Et ce livre, il est aussi pour les parents et les victimes collatérales. Parce que là, je mets en avant tous les signaux que j'avais envoyés et que personne ne captait. Et c'est important de considérer tout changement de comportement que peut avoir un enfant. Il y a derrière un traumatisme. C'est peut-être pas des violences sexuelles, ça peut être du racket, du harcèlement, ça peut être plein de choses, mais il y a changement de comportement. Donc moi j'étais extraverti, il y en a qui vont être introvertis, et après il y a toutes les déviances que l'on peut découvrir sur ce livre. Vous dites qu'une partie de la solution, c'est 0 contact physique avec les gamins, même pas la bise, rien, juste des checks, ça suffit. Alors, faire un check, ça permet déjà de mettre une distance avec l'enfant dès le début de l'année sportive. Un enfant, quand il va à l'école, il ne claque pas la bise à son prof ou à son instit. Donc c'est pareil, le sport, c'est l'éducation, c'est pas l'affection. L'affection, on le laisse pour la maison. Je suis résilient à 99%, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il reste ce 1% au fond de moi. C'est quoi ce 1% et comment lui faire la peau, comment l'enlever? Ça y est, c'est fait. En fait, quand j'ai commencé le livre, c'était en juillet 2018. Non, c'est en novembre dernier, j'étais en Polynésie, à Tahiti, où j'ai fait ma première intervention dans la justice restaurative, c'est-à-dire que je suis allé en prison pour sensibiliser et pour intervenir face à des auteurs de violences sexuelles qui sont incarcérés. À la fin de l'intervention, donc j'avais des auteurs de violences sexuelles sur des enfants, des pédophiles, des pédocriminels. Et à la fin de l'intervention, j'ai proposé un temps d'entretien individuel pour ceux qui le souhaitaient. Et j'en ai la majorité qui sont restés. Et la majorité avait été violée par leur maman de 5 à 8 ans. Ils m'ont tous demandé de l'aide. C'est entre 40 et 45% des prédateurs sexuels qui ont été victimes dans leur enfance qui reproduisent. Et là, ils m'ont tous demandé de l'aide parce que malgré des peines de 8, 10, 15 ans, ils avaient peur de recommencer en sortant. Et donc la semaine prochaine, je pars en formation à Bordeaux pour justement multiplier ces actions en métropole pour éviter qu'ils récidivent après leur sortie de prison. Donc je suis sur tout le champ et je peux dire que maintenant, sur tout le champ de la protection de l'enfant, de la prévention, à éviter la récidive face à ces auteurs. Et c'est maintenant que je dis que je suis résilient à 200%. Et je le dis avec le sourire parce que on peut s'en sortir malgré 4 années de viol subi, 18 années de silence, 22 années de souffrance. Mais pour ça, il faut parler. C'est la seule solution, se faire accompagner par des professionnels. Et la vie est belle après. Vous aimeriez que plus de grands sportifs prennent la parole, comme l'a fait par exemple Sarah Abitbol? Bien sûr. Alors nous, on n'est pas étonnés parce que ça fait 6-7 ans que je suis sur le terrain et que je l'annonce qu'il va y avoir cette avalanche. Alors je fais intervenir des victimes. Je lui ai proposé à Sarah d'intervenir à mes côtés, même de venir dans l'association. Même pour changer le nom, le Colosse et passer à les Colosses au Pied d'Argile. Je l'ai fait à La Réunion où j'étais il n'y a pas longtemps, pareil, avec une victime dans la natation. Bien sûr, ce sont des modèles, les sportifs de haut niveau, pour des centaines de gamins qui font cette discipline. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils parlent pendant leur carrière et pas post-carrière, pour éviter que les victimes se multiplient. Mais on ne peut pas en vouloir à une victime de parler quand elle a fini ses carrières, parce que je sais ce que c'est de parler et c'est très compliqué. En tout cas, j'étais ravi de discuter avec vous. Et merci beaucoup Sébastien Boey. Lisez Le Colosse au Pied d'Argile, les jeunes, les ados et leurs parents doivent lire ce livre. C'est chez Michel Lafon. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt.